Eh bien, nous sommes bons. Bonsoir à toutes et à tous et ravis de vous retrouver sur le plateau de Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Alors, après 2 séances hors les murs au Théâtre des Bouffes du Nord, nous vous retrouvons Arthur Lenoir, ici présent derrière la caméra, je le regarde, et moi-même dans un nouveau lieu, un lieu un petit peu secret au cœur de Saint-Germain-des-Prés, précisément dans le cabanon de Jacques Copeau, caché dans la cour du Théâtre du Vieux-Colombier, un lieu historique, un lieu de travail, aujourd'hui encore, où les régisseurs du Vieux-Colombier manipulent, fabriquent, réparent les objets et les accessoires des spectacles répétés et programmés ici. Anne Kessler, bonsoir. Bonsoir. Elsa Le Poivre, bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'avoir traversé la Seine pour passer de la place Colette où vous répétez le théâtre à la table de cette semaine au Vieux-Colombier. Alors, est-ce que vous connaissiez ce cabanon ? Oh oui, parce que quand on joue, c'est un refuge pour les acteurs. C'est le moyen de se retrouver. C'est un lieu extrêmement chaleureux. Oui. Et c'est vrai que c'est un lieu de travail. Un lieu de travail, un lieu de repli, et puis le charme de cette cour et de cet endroit unique. Hein. Pour les acteurs, c'est pas tellement un lieu de travail. C'est un lieu de travail, effectivement, comme vous le dites, de construction, des techniciens du théâtre. Des techniciens du théâtre. Et nous, on vient... peut-être des Italiennes, oui, on vient revisiter nos textes. Faire un thé, boire un café. Manger un morceau, là il y a la petite cuisine aussi. Entre les répétitions de l'après-midi et du soir, parce qu'effectivement, au Vieux-Colombier, on fait souvent après-midi et soir. Là, c'est vrai qu'on dîne ici. Alors, vous êtes toutes deux sociétaires de la Comédie Française. À ce titre, vous êtes amenées à jouer dans les 3 salles du Français. La salle Richelieu, située dans le bâtiment historique de la place Colette, le studio de théâtre qui est au Carrousel du Louvre, et donc ici au Vieux-Colombier, ce que vous expliquiez. Quel est le charme singulier de cette salle ? Parce que c'est 3 salles, 3 ambiances. Ah oui. Lié aussi au nombre de spectateurs. C'est-à-dire que les 3 salles ont 3 volumes différents avec des spectateurs. Là, ici, il y a 180. Je sais pas, je me souviens plus. Mais la salle, du coup, il y a un rapport. Alors, elle est un petit peu en longueur et tout ça, mais il y a une intimité. Et en même temps, il y a quand même une largeur qui fait qu'on peut jouer des grandes œuvres, alors que le studio est quelque chose de beaucoup plus intime ou des formes plus petites. On se retrouve aussi, dans un lieu peut-être plus familial, on est avec Philippe Lagrue, avec tous les techniciens qui dirigent le théâtre. Qui dirigent le théâtre. On est peut-être plus ça fait plus petit comité avant de jouer. Il y a moins. Et puis ici, en fait, l'alternance n'a pas lieu. Donc, quand un spectacle se joue, il se joue sur une continuité. Donc, il y a aussi l'aventure d'un spectacle est toujours très différente. Qu'à Richelieu, où l'alternance crée quand même où on peut être sur plusieurs spectacles ou un seul, et du coup, un seul, par exemple, on est amené à jouer tous les 3 jours, alors que là, c'est tous les jours, c'est un rendez-vous quotidien. Et ça se sent. Je pense que la dynamique du lieu est portée par ça. Et quels sont vos grands souvenirs de théâtre ici, vous personnellement ? Moi, je pense que... Ce que vous avez aimé jouer. Jouer ou voir. Jouer. Voir. Moi, je pense que le spectacle... Parce que là, je rebondis sur ce qu'a dit Elsa sur le fait qu'on joue tous les soirs. Quand je jouais Georges Dandin, Catherine Hegel avait tenu à ce que... elle l'avait plutôt monté dans une forme de tragédie et émotionnellement, c'était difficile. Elle voulait que Angélique souffre beaucoup, pleure beaucoup, crie son injustice. Et j'avais la sensation justement du mardi, comme ça commence le mardi au dimanche, de m'enfoncer de plus en plus dans le noir, dans la noirceur du propos, en jouant cette pièce. Et je trouvais que le dimanche, Angélique, elle était tragique. Elle était plus tragique. Parce qu'en fait, à Richelieu, vous êtes sauvée par l'alternance d'une certaine façon. C'est à la fois une course folle et à la fois le moyen de reprendre sa respiration. Un peu, ouais. Un renouveau ou le caractère d'impression d'avoir une première à chaque fois. Donc ça, c'est quand vous en faites même les temps. damnés et Delphine et Marinette, c'est ça ? Oui. Ouais. Mais c'est vrai que quand tout à coup avoir le plaisir aussi de faire évoluer les choses sur du long terme comme ça, c'est très. Enfin, en fait, ça convoque des choses différentes. Moi, j'ai adoré jouer, pour rebondir là sur la question, les ondes magnétiques. Voilà, de David Lescaut. Ah oui.
avec le bifrontal, ça voilà, ici cette donc salle on peut le faire. Ça veut dire qu'on a des spectateurs de chaque côté. Voilà, voilà. Et c'est arrivé plusieurs fois que des metteurs en scène se servent de cet endroit comme ça. C'est arrivé, oui, ces derniers temps, assez souvent. Ouais, Oncle Vania, oui, de Julie Deviquet avait. Ouais. Je me demande si c'est pas elle qui a un peu amorcé la. Il y avait les TG Stan aussi. Les TG Stan, mais parce que ça veut dire que vous êtes immergé dans le public en fait. Enfin, vous n'avez pas de temps de... Et puis ça crée des plus petits gradins, donc ça intimise encore plus. Moi j'ai l'impression, je me demande, bon, il y a peut-être un tout petit peu moins de spectateurs d'ailleurs par le bifrontal, je me demande. Et les ondes magnétiques, c'était super, c'était un grand plaisir ça. Alors, je rappelle l'histoire de ce lieu, en quelques dates, je vais aller très vite. Arthur, pardon si je fais des erreurs. Donc le théâtre du Vieux-Colombier a été fondé par Jacques Copeau en 1913 sur un projet très ambitieux et une utopie théâtrale. Dans la troupe originelle, entre autres, Charles Dulin et Louis Jouvet. Alors comédien et régisseur, nous sommes donc ici dans ce qui fut son lieu de travail. Il est en photo, je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, allongé avec Bernard Blier. Le théâtre a ensuite été successivement un club de jazz pendant la guerre, un atelier d'artistes. En 78, il a été sauvé par son classement au monument historique, racheté par l'État dans les années 80. Il a été à un moment donné sous la direction de Marthe Mercadier, donc on a joué toutes sortes de théâtres ici, et il est passé sous pavillon Comédie Française en 93 sous la direction de Jacques Lassalle, qui était alors administrateur général du Français. C'est ici que fut monté un certain nombre de pièces de Paul Claudel. Et en mai 44, 8 jours avant le débarquement, il y a presque 77 ans, la pièce de Jean-Paul Sartre, Huis clos, mise en scène de Raymond Rouleau, avec Gabi Silvia dans le rôle d'Estelle, Michel Vitol dans celui de Garcin, et Tania Balakova dans celui d'Inès. C'est cette pièce, Anne Kessler, que vous présenterez ce samedi 17 avril 2021, donc presque 80 ans après sa création ici, dans le cadre du programme de théâtre à la table proposé par la Comédie Française depuis la fermeture des salles. Oui. Voilà, donc Elsa Le Poivre, vous jouez Inès. Vous reprenez le rôle de Tania Balakova. Thierry Ancy sera Garcin. Je donne la distribution. Anna Servinka, Estelle. Oui, alors il y a 4 personnages et Nicolas Verdier qui est donc non parce que c'était en dehors de c'était hors mais Comédie oui, Française. mais bien sûr, évidemment. Donc pourquoi vous choisissez Sartre? Je choisis plus Huis clos que Sartre. J'avais envie, en regardant toutes ces choses extraordinaires, toutes ces pièces magnifiques qui se jouent dans ces théâtres à la table, qu'on redécouvre, qu'on découvre. Je savais que Éric Ruff préparait ce soulier de satin, qui est une œuvre on ne peut plus ample. Je crois que j'avais envie de faire une réduction d'équipe et j'avais envie de me concentrer. Le fait qu'il soit si peu de personnages dans une partition très équilibrée, donc aller rendre les acteurs, je suis sûre, très heureux. Ça, j'en avais envie. Et puis c'est vrai que Huis clos, enfin rien que le titre Huis clos en ce moment, je trouve que c'est très pertinent. Ça me paraissait intéressant d'écouter cette pièce au moment où on est confiné, mais aussi ça. Mais comment vous expliquez, peut-être que vous l'expliquez pas, le fait que Sartre soit très peu joué? C'est un classique. Enfin, il a écrit Les Mains sales, il a écrit 9 pièces. Huis clos est un vrai classique de la littérature française et ce sont des pièces très peu jouées et pourtant faciles à monter. Il n'a pas écrit tant de pièces que ça et avoir parmi ces pièces un hit, c'est déjà tout à fait extraordinaire. Huis clos, c'est une pièce classique, oui, maintenant on pourrait... en tout cas, c'est une œuvre très connue, très, très célèbre. Moi, j'ai la sensation que... j'ai lu, et très récemment en plus, je ne vais pas raconter, qu'il avait écrit cette pièce pour des amis, pour les faire jouer ensemble et qu'il avait tenu effectivement à ce que ils aient à peu près le même nombre de notes, de mots à dire et que personne ne sorte de façon à ce que, voilà, ils restent sur scène d'une manière égale.
mais j'ai la sensation aussi qu'il a quand il a eu l'idée, après ça a jailli et qu'il n'y a pas eu tant de retouches que ça. Ça a été une chose, qui lui a un peu échappé. Et quand on écoute le travail, on sent la vivacité des dialogues, la fraîcheur des dialogues et la tension qui se crée, l'atmosphère qui se crée immédiatement, qui est venue d'une fulgurance. Et cette fulgurance, pour le théâtre, laisse toujours une sensation d'étonnante fraîcheur, vie. Il explique qu'il était dans une forme d'urgence, et il explique à la fin de sa vie qu'il écrira plus de théâtre parce que pour écrire du théâtre, il faut être jeune en fait, il faut être dans l'urgence, et il associe ça à la jeunesse. Cette urgence, vous la retrouvez là dans le texte? Oui, c'est vrai que là, c'était la première après-midi Vous avez travaillé, de répétition. Première répétition donc, cet après-midi. Anne nous a guidés sur ses envies de départ, et puis en fait, c'est exactement ça qui se. Il y a de l'humour aussi, il y a beaucoup d'humour dans la pièce. Et en même temps, ce que tu disais, rythmiquement, en fait, là, on est justement dans la recherche de comment le rythme va s'inventer. Est-ce qu'il y a des accélérations ou pas? Est-ce que tout ça, on va le trouver, mais et puis c'est des interrogations qui sont quand même d'actualité sur la dépendance qu'on a du regard des autres sur soi, des choses comme ça. Et puis en effet, cet enfermement, on est dedans tous. Donc là, on était contents de se retrouver avec Thierry et Anna, Et puis on est une petite équipe dans la salle Fersen en plus. C'était Christine Fersen qui avait joué dans la mise en scène de Claude Régis. Moi, j'ai vu quelques extraits. Je devais aller voir aux archives la captation et puis les voilà. Là, il y a eu fermeture et tout ça, donc j'ai pas pu, mais j'ai vu au moins des extraits, et d'apercevoir Christine, et puis on est dans la salle Fersen, donc c'est très très bien. Alors moi j'ai le texte, le moment où il explique justement que pourquoi il a voulu créer la cause occasionnelle de la création de cette pièce que vous racontiez tout à l'heure. J'avais 3 amis et je voulais qu'ils jouent une pièce de moi, sans avantager aucun d'eux. Je voulais qu'ils restent ensemble, tout le temps sur la scène, parce que je me disais, s'il y en a un qui s'en va, il pensera que les autres ont un meilleur rôle. Et je me suis dit, comment peut-on mettre ensemble 3 personnes et les garder sur la scène jusqu'au bout, comme pour l'éternité? C'est là que m'est venue l'idée de les mettre en enfer et de les faire chacun le bourreau des 2 autres. Telle est la cause occasionnelle. Donc il explique ça. C'est une drôle de vision de votre métier. C'est assez généreux en même temps de se dire que tout le monde restera autant de temps sur scène. Ça, c'est un point de vue d'actrice qui met en scène des camarades de la troupe. Ah oui, moi je trouve que c'est très agréable de proposer une pièce avec une équivalence de partition. De partition. On sait que il y a personne qui va venir dire ah bon, tu me donnes ça. Donc ça c'est extrêmement joyeux de voir. C'est pas difficile dans cette troupe parce que quand même on s'entend bien. C'est bête de le dire, mais c'est la vérité. Ce qui fait que je pense qu'on pourrait donner. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, mais moi j'ai eu la sensation, en tout cas en faisant cette combinaison-là, d'en faire une assez idéale. Et beaucoup de gens, ceux qui sont au courant, mais qui connaissaient la distribution, beaucoup de gens m'ont dit c'est une très bonne distribution et ça donne envie de les voir ces 3-là ensemble. Donc, alors, tous les grands thèmes sartriens sont brillamment exposés dans Huis clos. C'est vrai que c'est un texte classique parce que c'est un grand texte, en fait. Le poids des actes, la valeur de l'engagement, les limites de la responsabilité. Huis clos met en scène cette théorie du regard que Sartre développe dans L'être et le néant. On va pas faire d'explication de texte, mais dépendre du regard et du jugement d'autrui, c'est être en enfer. L'enfer, c'est les autres. C'est une des dernières punchline de cette pièce. C'est un texte qui pourtant a été mal compris au moment de sa sortie, qui a été interprété comme étant le texte d'un misanthrope finalement, qui considère que l'enfer c'est les autres parce que les relations sont atroces. Il dit, on a cru que je voulais dire que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or c'est autre chose que je veux dire. Il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. C'est ce que vous expliquez. De la parano. Instagram. Oui, la parano où on se dit mais je n'existe qu'à travers ce que les gens pensent et de finir par y croire en fait. Se dire cette personne pense ça de moi, c'est qu'elle a raison. Donc en fait c'est donner tout pouvoir à l'autre.
Donc c'est de cela dont parle cette pièce. Oui, mais il définit le lieu très vite et on est en enfer. Et pour lui, c'est l'enfer dont il parle. C'est pas de la vie. C'est pas de la vie. Non, enfin, c'est de la vie après la vie. Voilà, c'est ça. C'est l'existence après la vie. Voilà. Et puis je pense qu'il c'est pas totalement innocent non plus qu'il écrive cette pièce alors qu'on est dans cette guerre terrifiante avec très certainement cette colère qu'on ne peut pas sortir. Ça parle aussi beaucoup de désir, mais de désir frustré parce que justement on est en enfer. Je pense que cette frustration, dans ces périodes-là, elle doit être immense et c'est pas tellement extraordinaire d'en parler dans cette époque, dans ce contexte-là. Vous aviez donc votre première répétition tout à l'heure. Oui. On en verra quelques images grâce à Arthur après notre discussion. Qu'est-ce qu'ont dit vos camarades au sujet de cette pièce? Ils sentaient la résonance que vous expliquiez tout à l'heure aussi avec l'époque? Est-ce que forcément on y voit des choses contemporaines? C'est-à-dire que souvent les très belles œuvres, elles résonnent différemment suivant l'époque dans laquelle on les raconte. C'est une des particularités des œuvres intemporelles. Et celle-ci, c'est un peu une boutade de dire on est confiné, on va monter huis clos parce que parce que finalement, je trouve qu'en ce moment, l'enfer, c'est de ne pas voir les autres. L'enfer, c'est de ne pas pouvoir les toucher, de ne pas pouvoir les... Donc, et de ne pas pouvoir les rencontrer assez. Donc, c'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. Il y a plus de strates. Voilà. Alors, la pièce ne propose ni fin ni solution. Je ne dévoile rien. Non. Juste de continuer. Est-ce que ça pourrait être une définition de l'enfer? Continuer. Sans autre finalité. Oui, enfin, on dit l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Il y a cette chose, oui, c'est pas agréable et en plus ça va durer. Ce que je trouve particulier justement, c'est une pièce en un acte. On s'attache à chaque instant. Si ça se passe bien, si ça se raconte bien, si ça se lit bien, c'est l'instant qu'on vit entre tous ces gens et quand c'est fini, on est triste. C'est le contraire parce que il va y avoir une fin, donc c'est le contraire de l'histoire qu'on raconte. Et il faut que quand ça finisse, on soit consterné, que ce soit déjà fini, que c'est passé si vite. Vous disiez que c'est une pièce drôle. À quel moment c'est drôle? Moi, c'est l'équilibre des trois figures, en fait. Donc, on a Inès. Qui est beaucoup plus naïve, plus à se cacher un peu la vérité, à ne pas comprendre pourquoi elle est là, un peu outrée qu'on l'ait mise dans cet enfer. Enfin, donc c'est assez rigolo de voir le côté un petit peu prosaïque, un peu simple de ces trois figures humaines, totalement humaines en fait. C'est ça, parce qu'on parle d'éternité, mais ces trois humains avec leurs failles, parce que ça n'est que ça qui se décline. C'est leur défaut, c'est leur faille, c'est leur mesquinerie, en fait c'est toute les miasmes humains en trio comme ça. Donc c'est assez drôle finalement. Concentré sur un moment et dans un lieu. Oui. Petit bourgeois, hein. Oui, mais c'est là aussi la force parce que quand j'ai dit c'est huis clos, c'est pas Sartre, c'était absolument pas contre Sartre. C'était pour dire que je connaissais pas, j'étais pas si savante de Sartre que voilà. C'était pour bien rectifier que je n'avais rien, bien au contraire, contre Sartre. Mais d'ailleurs, c'est une pièce aussi qui a une pensée politique, mais qui, justement, elle est prise en charge par de tels personnages humains, vivants, que cette sensation de pensée elle ne passe pas devant. C'est fondateur, mais c'est pas si évident que ça. C'est en ça où je trouve que c'est une bonne pièce, que ce sont des humanités avant d'être des gens qui pensent ou qui revendiquent des choses mais enfin, quand même, sans cesse, on entend des résonances politiques. Mais je crois que c'est ça qui avait été reproché justement, c'était que son discours politique était peut-être pas assez marqué, point levé apparemment sur le fait que c'était censuré, je crois, où il y avait des critiques, c'était ça. Alors je ne suis pas spécialiste de Sartre, en tout cas Sartre était
je pense qu'il n'était pas aussi engagé qu'il ne l'a été ensuite, au moment où il écrit cette pièce en 43, en 44. C'est une pièce qu'il a laissée un peu de côté une fois qu'il est devenu la figure de l'artiste, de l'écrivain, engagé. Je crois qu'on lui a reproché... On lui a reproché le personnage d'Inès, qui est donc une femme homosexuelle. Et pourquoi on lui a reproché? Parce qu'on a j'imagine qu'il y avait un problème de mœurs. Parce que voilà, on est dans les années 40. Oui, on lui a reproché le fait justement de montrer, de sublimer les miasmes de la condition humaine, quoi. Je pense que c'est. Mais dans cette idée de pourquoi est-ce qu'on joue peu huis clos, finalement, qui est une pièce même de façon très pragmatique, facile et pas chère à jouer. Enfin, il y a un décor assez simple, 4 acteurs. Peut-être que c'est parce que justement on ne retrouve pas le Sartre mythique au panthéon des intellectuels engagés. Peut-être que c'est moins engagé que l'idée qu'on se fait de l'œuvre de Sartre. Peut-être, vous avez raison. Après, c'est vrai qu'elle est quand même montée. Hein. Là, je l'avais vue dans une mise en scène de Michel Raskin. Ah oui. On était allé avec Catherine Salvia. Dans les ZBC. Et je me demande si elle n'est pas en train de se monter là. Entre 10 et 15 ans. Elle est très. Elle se monte là en ce moment. Oui, elle a beaucoup tourné à l'étranger. Je crois qu'elle a inspiré, c'est même certain, une série qui est sur Netflix en ce moment, qui est une série comique sur une fille qui se retrouve coincée. En enfer, enfin au paradis alors qu'elle souhaitait être en enfer et qui doit étudier la philosophie pour pouvoir repartir là où elle voulait aller. Donc, mais c'est une série, un truc très hollywoodien. L'histoire de huis clos et finalement elle est totalement universelle. Mais je sais pas si elle a beaucoup été montée en France en fait. C'est ça elle a beaucoup été étudiée au lycée. Elle a été. Le fait qu'elle est. On a l'impression qu'elle est un peu sur l'étagère. Oui, ça doit dépendre des périodes. Pourquoi vous y avez pensé par exemple? Parce que c'est une pièce que vous avez lue, que vous relisez, auquel vous avez pensé juste parce que huis clos, c'est un très très beau titre. C'est ce que je vous disais, j'avais envie d'un travail concentré, d'un travail plus intime aussi, plus intime, d'acteur, je me suis demandé, j'avais aussi envie d'une pièce qui ne perdrait pas trop à la lecture, où je m'imaginais que la lecture pouvait apporter quelque chose tout court. Et je pense qu'une lecture pour huis clos apporte aussi. Ce serait très très bien à monter, je dis pas, mais je pense parce que c'est un format particulier, théâtre à la table. Oui. C'est ni une répétition, ni une vraie lecture. Et j'avais vraiment envie d'une lecture, d'une lecture. Alors après, je me suis concentrée sur la lecture pour en faire un spectacle, car c'est quand même pour être vu. Mais oui, je crois que j'avais envie d'un moment de calme et de concentration. Et puis, quand je regardais, je voyais ces acteurs-là, je me disais, mais ça serait avec eux, ce serait formidable. C'est aussi parce que je trouvais qu'il y avait les acteurs idéaux pour monter ça. Comme vous avez donc la première répétition aujourd'hui, enfin la première séance de travail, est-ce que vous en êtes où avec votre personnage? Vous êtes familière? J'ai relu plusieurs fois la pièce chez moi. C'est votre deuxième théâtre à la table? Oui, j'avais fait la mouette. Et le fait de la lire plusieurs fois, de toute façon, il y a des petites couches comme ça qui s'additionnent. Et donc j'arrive forcément avec quelque chose auquel j'ai pensé. J'avais vu donc les extraits avec Christine Fersen. Ça donne des indices en fait. C'est une espèce de petit. J'ai mon petit panier quoi avec quelques. Après là je vois. Enfin en plus bon, je vais pas dévoiler tes idées de mise en scène et tout ça, mais c'est presque vocal. Enfin, on parlait un peu de musique. Anne, elle aime bien travailler aussi là-dessus, sur le timbre des voix, entre la voix de Thierry, Anna et moi. Donc, je sens aussi qu'il va y avoir un travail sonore par rapport à ça, et on ne sera pas forcément en interaction, ce qui a pu se produire sur d'autres lectures à la table, où finalement, on est amené à tenir la brochure et à jouer avec les autres. Là, c'est encore autre chose qui advient, et j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, voilà, je sais pas, d'un souffle vocal, de quelque chose, d'un texte qui avance comme ça. Donc il va y avoir évidemment moi ce à quoi j'ai pensé quand je disais voilà, c'est une femme on sent qu'elle a déjà de l'expérience. Peut-être ça va s'effacer derrière autre chose, une forme plus lyrique. On va voir comment le travail se décline. C'est-à-dire que je trouve que c'est un texte qui est très
il l'a écrit dans les années 40 et le jazz est là et je trouve que c'est une pièce très jazz, très... elle est charnelle cette pièce. Elle est très charnelle. Ils se touchent, ils s'embrassent, ils se... Oui, mais ça, voilà, c'est une lecture. Ouais. Et voilà, c'est une lecture, mais je pense que le charnel, la sensualité passera beaucoup par les visages, les regards et la voix. Mais par exemple, je donnais à regarder à Elsa Eva de Joseph Losey. Avec, il y a beaucoup de Billie Holiday derrière. Il y a des grands moments où Jeanne Moreau, c'est la femme fatale par excellence, c'est absolument extraordinaire. Et bien, ce film-là me fait beaucoup penser à Huis clos, à cette, enfin, c'est comme ça que je ressens la pièce, à cette chose, c'est un enfer. Jeanne Moreau est un enfer, et tous les personnages qui touchent à elle se brûlent et sont déjà eux-mêmes très sulfureux. Et je trouve que c'est vraiment une époque c'est une pièce qui part vraiment de son époque. Et une fois qu'on a décidé qu'elle était de son époque et qu'on a admis qu'elle était de cette époque-là, je la trouve plus datée, je la trouve écrite à cette époque, comme on dirait que le Misanthrope est au XVIIe. Je trouve qu'à partir du moment où on affirme d'où elle part, on a la sensation qu'on va pouvoir la jouer encore des siècles et des siècles. Mais je la trouve très marquée par cette époque musicale du jazz. Alors Claude Régis, qui a mis en scène Huis clos, donc on le disait à Richelieu en 90, au moment où le texte rentre dans le répertoire de la Comédie Française, expliquait qu'il s'était libéré de la familiarité originelle du texte, qui est assez, c'est une langue assez quotidienne, hein, c'est pas une langue très savante. J'avoue que je ne comprends pas comment, en restant fidèle au texte, on peut se libérer de cette tessiture familière et quotidienne. Comment vous voyez ce texte, comment vous voyez cette langue de Sartre? Est-ce que c'est une langue vraiment parlée? Ou est-ce que c'est une langue parlée des années 40 qui vous semble aujourd'hui beaucoup plus, finalement, savante? Elle est pas savante, ça fait pas des personnages. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a une forme qui n'est pas du tout quotidienne. Naturelle. Non. Alors, est-ce que c'est lié... Il passe assez vite du vouvoiement au tutoiement. Oui, ou en tout cas, il y a le débat où elle dit dis-moi tu. Enfin, hein. Ça y est, c'est parti. Cela dit, ça marche encore, dis-moi tu, aujourd'hui. Mais moi, je trouve qu'elle est c'est pas notre langage du tout d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un langage, moi je le trouve jaillissant, frais. Qu'est-ce que ça me fait? Ce plaisir-là, c'est un plaisir d'acteur pur. Enfin, voilà, parce qu'on dépend. C'est le regard des autres et du désir d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène. Nous, on est complètement dépendants de ça. J'ai pas posé la question tout à l'heure. J'ai pas posé la question de l'effet miroir de cette pièce sur aussi le regard, bien sûr, d'acteur et la réflexion de Sartre justement qui dit mes amis, je voulais qu'ils soient, ils connaissent bien. Dans ses amis, il y avait Camus quand même qui a pas pu jouer. C'est ça, parce qu'il y a une actrice. Qui a été arrêtée. Oui, mais c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer il n'a pas pu jouer, ça a été reporté et après il est parti dans ses projets à lui. Et voilà. Mais du coup, l'effet lecture, voilà, c'est juste se dire tiens, je vais voyager à travers les mots, à travers l'œuvre littéraire, puisque l'objet est entre nos mains. Et après, il faut juste. Moi, je sais que là, sur La Mouette, et donc c'est ma deuxième expérience, mais c'est de me dire, ne sois pas frustré de ne pas faire aboutir le personnage tel que tu es déjà en train d'un tout petit peu l'anticiper. Tu ne pourras pas être... Il y aura quelque chose, mais ne pas subir de frustration parce qu'on commence à rêver sur les personnages et de se dire, tiens, je sens là où j'ai envie d'aller, mais la semaine sera trop courte. Vous avez 5 jours. Pour amener... Et ça, c'est très important, ce que tu dis. Et de ne pas en souffrir. Que ça reste, que l'exercice
l'exercice reste plaisant, et surtout à chaque fois de s'éclaircir sur la portée de l'exercice. Parce que c'est ça qui peut juste frustrer un petit peu, de se dire mince, ou d'être insatisfait finalement, de se dire mince, c'est pas assez profond, mais c'est normal. D'où les 2 mois de répétition, enfin, ou plus quand c'est des œuvres. C'est pour ça que quand on part, c'est très important de savoir, je sais pas, moi ça me fait penser à, j'ai une toile, j'ai 2 tubes de gouache, parce que ça va pas être, je sais le matériel avec lequel je pars. Je pars avec 1 semaine, 4 jours de répétition. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est des lectures, et il y a un texte, un manuscrit devant les acteurs. Ils ne le connaissent pas par cœur. Donc, je trouve que ne pas perdre de vue le matériel qu'on a sur notre table et dire avec ce matériel-là, où est-ce que je veux aller? Je vais pas peindre une fresque immense. J'ai que 3 jours. Qu'est-ce que je peux peindre? Connaître un peu, ne jamais le format, savoir, et pour que la joie et le sentiment d'accomplissement, et pour qu'effectivement il n'y ait pas de frustration, il n'y ait pas de la frustration. Bon, ça c'est pas. Mais c'est le sentiment d'être entre 2 choses, entre une lecture et le jeu, et peut-être en plus quand on a des rôles. Quand ça touche à une pièce qu'on aime particulièrement, où on se dit j'aimerais beaucoup jouer ce rôle, et que là on le joue pas vraiment parce qu'on a là ça peut peut-être engendrer de la frustration, mais et quelle est la marge de manœuvre créative, dramaturgique, quand on a 5 jours, 4 jours plus le 5e jour pour enregistrer? C'est justement, moi j'adore, c'est une tension permanente quand même. C'est une contrainte, c'est savoir avec quoi on part dans les poches, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette chose-là en si peu de temps. Moi je trouve que quelle est la maison qu'on va pouvoir construire. Et sans la dimension, puis la dimension, le fait qu'il y ait Clément sur place, enfin la caméra, Clément qui réalise. C'est vrai que la présence de cette caméra d'emblée, et là toi tu l'as intégré tout de suite. Nous, sur la mouette, je me souviens, évidemment il était présent, mais un petit peu moins au tout départ, alors que je sais qu'Anne, elle travaille beaucoup aussi, elle aime énormément le cinéma et l'objet caméra. Parce que c'est pas une captation, il y a une intention de réalisation qui. Et chaque metteur en scène, chacun s'en empare d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'Anne était quand même très très sensible à ça, et t'aime beaucoup. C'est-à-dire que j'oublie pas que ça va être quand je lis quelque chose et que je sais que j'ai 1 semaine, c'est pour la caméra. Donc ça m'intéresse de savoir pourquoi il y a une caméra et qui est la caméra. Pour le Proust, j'étais dans une émission de télévision, donc j'étais dans un studio de télévision. Je pense que la présence il peut pas y avoir de caméraman, il peut pas y avoir, sinon on n'est pas 3. On est 5, on est 6, on est 7. Il peut pas y avoir d'ingénieur du son, il peut pas y avoir. Donc il faut qu'on ait l'impression que on a posé des objets qui sont caméras, et que tout le monde est parti. Il faut très vite on oublie qu'il y a un objet caméra, donc il faut pas la sentir. Est-ce que le fait que ce soit possible chaque semaine, parce que c'est un petit miracle quand même, est-ce que c'est lié à la connaissance que vous avez les uns des autres, à l'expérience de la troupe? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que si vous étiez tous des acteurs et des actrices et des metteurs en scène, s'il y avait tout le temps de découverte, après ça peut complètement avoir lieu, mais c'est vrai que je pense que l'idée d'Éric et de son équipe de trouver toutes ces formules depuis le mois de mars dernier qui se déclinent sous plein de formes. Celle-là est la plus proche de la création théâtrale, de tout ce que vous avez fait. Oui. Le théâtre à la table. C'est ce qui se rapproche le plus de. Mais c'est vrai que c'est un outil, c'est un exercice qui est complètement possible, parce qu'il y a une troupe à disposition, et puis on est. On se connaît par cœur, et puis ça nous fait du bien. De retraverser. Enfin, je sais qu'à chaque fois.
voilà, d'avoir à relire telle pièce, d'un coup, ça fait du bien de remettre le nez dans ces textes-là, même si on a le temps de lire un peu plus que d'habitude, mais malgré tout, il y a quand même le moteur d'une réalisation. Ça mobilise quelque chose. Et en fait, se sentir mobilisé, pour nous, c'est important. Eric, il le sait. Et puis, bon, voilà, on sait l'impact que ça a auprès des spectateurs. Oui, parce que qui suivent beaucoup. Alors, c'est Arthur qui ne peut pas parler, mais il y a une audience qui, aujourd'hui, sur la chaîne, depuis novembre, donc depuis la fermeture des salles, je crois qu'il est maintenant supérieur à 2 200 000 spectateurs, ce qui est effectivement beaucoup, en fait, sur tout ce que vous proposez. Le Proust, mais vraiment le théâtre à la table est suivi, et par des jeunes élèves aussi. Oui, ça c'est fonction pédagogique. Aussi, ouais. Ça, même si vous ne rencontrez pas le public comme vous le rencontrez quand vous êtes sur un plateau et que tout le monde est là et qu'on respire le même air, c'est quelque chose qui existe quand même, j'imagine. Oui, puis non, vas-y. Il y a le fait que effectivement le public nous manque, et bien sûr que finalement on fait ça pour le public, mais je trouve que ça renforce momentanément la façon dont on écoute les autres, dont on écoute, dans la troupe, ouais, dont on écoute nos camarades. C'est tellement rapide, c'est tellement, on a tellement pas de temps, c'est que je trouve qu'on redécouvre aussi nos camarades, parce on les redécouvre, on les apprécie, on les apprécie encore plus, parce que on est tous dans le même sentiment d'urgence. Vous parliez de celle de Sartre, mais nous on est dans on nous met une semaine dans cette urgence-là, et il y a que notre meilleur dans les instants de travail. Vous êtes obligés de vous porter les uns des autres. Mais oui, c'est toujours le cas, mais là c'est encore plus vrai. Oui, puis ça s'étale dans le temps là quand même. Oui, donc, ça dure un peu. Donc les liens, voilà, ça se distend, alors que c'est vrai que à la Comédie Française, c'est un théâtre en ébullition tout le temps. Donc on a besoin, ça nous fait du bien. Vous avez besoin de vous voir. De se voir, tout à coup d'échanger, de se dire tiens, j'avais pas su ça de cette personne. Bon, oui. on a besoin de l'actualité de chacun parce qu'on traverse des années tous ensemble. Bon, et encore, on peut mesurer la chance de justement de faire partie de cette structure. Et moi, j'ai des amis qui sont isolés. C'est terrible. Nous, on a cette chance-là, et c'est vrai que c'est des outils maintenant là qui au début nous faisaient un petit peu peur, parce que c'est pas du théâtre malgré tout. Non. Et je crois qu'on a toujours ça en tête. C'est autre chose, mais c'est complètement lié aux circonstances. Et donc c'est le ici et maintenant, quoi. Et on s'en empare. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir. C'est du théâtre quand même. C'est pas de la scène. Ouais. Mais oui, c'est du théâtre. C'est du live. C'est pas du porté. Je pense que là, quand on va retrouver la scène, on va bien évidemment. Mais je pense c'est du théâtre. Vous voulez dire que vous activez les mêmes leviers et les mêmes compétences, mais pas tout à fait pareil. Mais quand par exemple on doit jouer pour une caméra ou au cinéma, où on va pas projeter pareil, c'est techniquement parlant, on va se comporter différemment, on va peut-être se laisser plus regarder que projeter son image ou des choses comme ça. Mais il me semble que je vois du théâtre quand je regarde ce que je vois. On entendait la mouette. On parle de... Quand tu dis c'est pas la scène. Disons, c'est inégalable. C'était inégalable, dingue. et c'est vrai que ce que tu dis, quand on a compris que ça allait s'arrêter, on n'a pas su pour combien de temps, mais quand on a compris vraiment que ça s'arrêtait, il y a eu une communion entre les acteurs et la salle. Ouais, moi j'étais là, c'était fou. Moi j'étais dans la salle. Ah, je savais pas. Oui. Ouais. C'était très très émouvant. Les gens pleuraient de part et d'autre. Ouais. Mais oui, on était, et surtout qu'en plus on voulait dire un mot. Ouais. Et je me souviens que on était sérieux quand on faisait le mot, mais on pensait pas, et on a tous été chopés. Mais chopés. Et les spectateurs, les regards. Et les spectateurs aussi. Oh mais oui, c'était horrible. Enfin, c'était beau. C'était l'essence du théâtre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a. Là, c'était la scène, c'était le théâtre, c'était la salle, c'était les planches, c'était. Mais là,
le temps passe. Oui. Mais c'est vrai que dans les commentaires qu'on regarde avec Arthur, puisqu'Arthur qui est derrière la caméra est aussi la personne qui répond à tous les messages et voit les messages arriver, vous avez un lien qui est ténu en fait, qui existe quand même, mais avec le public malgré tout. Et les gens envoient des messages d'amour. Il y a une forme d'adhésion totale et absolue au travail de la troupe et un soutien qui est très... je sais pas si vous avez de temps en temps l'occasion de regarder. Bien sûr. Mais on le sent, on nous le transmet. Donc ça va être une folle fête quand vous allez retrouver. Mais ça va être inouï, ça va être incroyable. Mais je voyais même des émissions où les chanteurs pouvaient venir chanter en live. Je sais pas. Et c'était incroyable. Ils faisaient quand même leur métier de chanteur, de musicien, mais ils attendent qu'une chose, c'est de partager, de retrouver le public. Oui. Alors bon, on va revenir à Sartre avant de se quitter. Donc les autres, c'est pas l'enfer. Non. Donc les autres, c'est pas tant l'enfer que ça. Parce qu'il avait raison. On en a besoin des autres. Finalement, c'était un grand misanthrope, il n'avait rien compris. Est-ce que ça figure moi, j'ai relu le texte évidemment avant de venir et je ne cessais de penser à lui. Est-ce que vous pensez à lui quand vous jouez ou quand vous lisez Sartre? Est-ce que son visage presque de marionnette, enfin c'est devenu un personnage illustre, cet homme, qui n'est pas si populaire auprès des jeunes gens aujourd'hui, notamment des jeunes féministes. Est-ce que vous pensez à lui quand vous le jouez? Non, moi ceci dit, on blaguait sur Simone de Beauvoir. Ouais, c'est-à-dire qu'aux deux, au couple. Mais Simone de Beauvoir, pour le coup, chez les femmes, elle est un peu plus populaire en ce moment. Mais c'est vrai que c'est moi, ce à quoi je peux penser, c'est toute cette période-là du théâtre et tous ces intellectuels-là. C'est quand même c'est vraiment une période extrêmement importante sur le plan littéraire et tout ça. Et ça marque les esprits. Mais par exemple, vous parliez de Sartre. Moi, je vois toujours un intellectuel. Je le vois moins en poète ou en dramaturge. Et là, vous avez dit Camus et c'est important. Votre cœur oui, je fonds. Il y a cette image célèbre où il dit j'aime être sur une scène de théâtre, j'aime être dans un théâtre parce que là, je suis heureux. Parce que ces intellectuels-là, à cette époque-là, avaient intégré le théâtre complètement dans leur dispositif intellectuel. Peut-être que c'est ce qui vous touche aussi. Oui, absolument. Est-ce qu'il était... Alors, vous jouez un personnage féminin, écrit, imaginé par Sartre. Est-ce qu'il avait cette misogynie qu'on peut lui reprocher aujourd'hui? Moi, je le sens pas, là, dans le huis clos. Dans l'expérience que vous avez d'Inès, pour l'instant. Ah non, ça me saute pas aux yeux du tout. Non, puis moi, je pense souvent que pas du tout. La misogynie chez les auteurs... pour moi, la vraie misogynie, serait de donner une part minime à la femme et en plus stupide donc je trouve que à partir du moment où un auteur donne une grande place à une femme, je pense à Strindberg par exemple, qu'on a pu taxer. Oui, moi je suis pas tout à fait convaincue qu'il le soit, mais là, par exemple, dans Huis clos, il y a 2 femmes et personnages très forts. Et des personnages très forts. Puis chacun avec un trait de caractère où on pourrait s'interroger. Rôle d'Estelle dans la coquetterie, le besoin de se... Mais bon, c'est un trait de caractère qui existe chez certaines femmes et chez certains hommes. Là, c'est ce personnage qu'il incarne. Moi, le mien, c'est autre chose. C'est une femme un peu plus offensive, mais bon, très bien décrite et très bien... Le rôle est complexe, quoi. Et puis Garcin, l'homme, c'est pas le héros de la fête, hein, pas du tout. Donc, je trouve que non, c'est vraiment équilibré. C'est pas du tout une pensée qui me traverse. Mais sur cette pièce-là, peut-être. Voilà, alors peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être que c'est à cause de Simone, finalement, que cet homme a été taxé de misogynie. Non, sans doute. Dans cette relation qu'ils avaient en dehors de son œuvre. Mais c'est vrai qu'il est très... il est très taxé de... Très, très, très critiqué. Une mauvaise presse chez les jeunes féministes. Bon, ce sera le mot de la fin, parce que je crois que nous n'avons plus le temps, puisque à suivre juste après notre discussion, le reportage de votre session de travail cet après-midi, en salle Christine Fersen. Merci beaucoup, Elsa Le Poivre. Merci Anne Kessler d'avoir été nos invités ce soir, à Arthur et à moi-même. Merci à l'équipe du Vieux Colombier de nous avoir ouvert les portes de ce sublime cabanon que nous aimerions avoir pour... Voilà. Ils ont chauffé le cabanon. Ils ont chauffé le cabanon pour nous.
Donc c'était nécessaire. C'était c'est un vieux cabanon en bois un peu troué, mais néanmoins classé monument historique. Classé monument historique, comme le lieu, comme le théâtre. Merci à tous et bonne fin de soirée à la Comédie Française. Oui, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Non, tout est classé monument historique. Ah oui. Je suis très 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 contente que vous veniez lire Huis clos. J'ai une distribution idéale. C'est incroyable, voilà. C'est une période où rester enfermé, on voit un peu ce que c'est. Donc, c'est peut-être pas si bête de penser à faire réentendre la pièce. Elle a été créée en 1944, au Vieux-Colombier, mis en scène par Raymond Rouleau. Et elle a été brillamment mise en scène par l'immense Claude Régis, qui nous a malheureusement quittés il y a peu de temps, qui a fait un spectacle éblouissant. Donc je pense que Huis clos, il a été bien traité depuis qu'on le fait entendre, et on va le faire réentendre, je suis sûre, tout aussi fortement. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, avant qu'on commence le travail, quelle a été votre sensation en lisant, après, avant. Que j'interpréterai, et Garcin, Thierry Ancis. Et il y a vraiment cette ambiance qui est complètement inscrite dans le titre, du secret, des non-dits. Il y a aussi pas mal de résistance que chaque personnage utilise pour résister, pour tenir bon. Et puis ce qui est intéressant, ce sont les fissures qui apparaissent. Et je suis très content de travailler avec Anne, parce que je sais qu'elle est extrêmement précise là-dessus et qu'elle va nous aiguiser sur les nuances à faire. Et on a eu l'occasion de faire rapidement un échange. Ouais, et sur la voix, l'intonation, les pauses, l'attitude, le regard, il y a extrêmement de choses à faire, et c'est un travail que j'adore faire, ce genre de dentelle. Donc voilà, je suis ravi. Et je passe le micro à moi. Anna Sarnik. Je dois rien faire à part parler. On ne touche rien. Tu me tiens ? Je rigole. Alors, la sensation, quand j'ai lu cette pièce, déjà... ça fait vraiment écho à ce qu'on vit actuellement. On est enfermé, on fait un bilan un petit peu sur sa vie. Et tout devient... tous les événements, on peut les vivre de toutes les manières possibles et inimaginables. On peut les rendre heureux comme malheureux, on peut les tordre dans tous les sens. Donc c'est une pièce qui est intéressante sur le psychisme, je trouve, sur ce qui se passe dans la tête de chacun, sur les relations entre chacun. Et ce qui fait que 3 individus se retrouvent ensemble et comment ils se dévoilent aux autres, à eux-mêmes et entre eux, ce qu'ils deviennent. Ils se créent une nouvelle vie, en fait. On est comme si toute la vie était une illusion, que ce qu'on a vécu pendant un moment, ce qu'on a voulu, 10 ans plus tard, c'est une illusion, en fait. Ça dépend comment on regarde, ça dépend de quel angle, par quel angle on regarde, où on se situe dans la situation, dans sa tête, à quel moment. Tout est compliqué. L'être humain est compliqué, les relations sont compliquées. Et voilà. Et Anne, elle m'a fait voir un très beau film que j'ai regardé hier, et du coup, j'aimerais le réactualiser pour que les gens le regardent. Péché mortel. Alors, tu peux me dire je vais montrer. Avec Jean Turney et... John M. Stahl. Et c'est magnifique de voir la froideur, aussi la façon dont on se dévoile à soi-même petit à petit, en fait. On est en même un inconnu pour soi-même. Voilà la sensation que j'ai eue. Maintenant, il faut la lire. Elsa ? Mais pareil, un immense bonheur à relire la pièce, pareil, lié au contexte et tout ça, ce trio infernal qui se retrouve confronté à vivre les uns avec les autres. Après, j'adore le fait que ce soit Anne qui mette en lecture cette pièce parce que c'est totalement désespérant.
Et c'est de l'enfer. Enfin, je veux dire, les trois, ils ont un parcours. D'ailleurs, Inès, le personnage d'Inès, c'est vraiment comment dire, c'était l'enfer sur Terre et c'est de nouveau l'enfer. Elle est comme très mature, en fait. Elle a toutes les recettes, elle a tout compris. Et elle regarde la naïveté face à l'enfer, alors qu'elle, justement, elle décrit son enfer sur Terre. Et mais par ton regard, je sens que tu as envie d'y mettre de la vie. Et en fait, c'est une pièce extrêmement vivante qui ne parle que de l'anéantissement et de la façon dont chacun devient bourreau les uns des autres, d'où l'enfer c'est les autres et tout ça. Mais en fait, c'est de la vie amoureuse, c'est du désir, c'est de la chaleur, c'est l'enfermement, le besoin, le piétinement. Enfin, et en fait, tout est extrêmement relié à la vie, quoi. Et je sens que je sais pas. Enfin bon, je te connais, mais aussi je me dis tiens, c'est par ce biais-là aussi que les choses peuvent te raconter et pas d'une manière sinistre. Et il y a beaucoup d'humour aussi dans la pièce. Mais sur le personnage en tout cas que je vais lire, Inès, c'est vrai que j'étais sciée de la maturité en fait, espèce de cynisme qui la rattrape à un moment, ça la dépasse. Elle croit tout gérer en fait, pas du tout, mais elle a l'illusion quand même de bien gérer l'enfer en fait. Voilà. Il est formidable ce garçon des enfers. Merci mon garçon. Oui, je veux dire, c'est bouleversant. Non, c'est pas bouleversant, c'est extraordinaire cette distorsion temporelle, puisqu'il s'agit de ça, distorsion des espaces, distorsion des sentiments, distorsion de l'esprit. Comme tu disais, apprendre à se connaître soi, et en même temps cette espèce de rage de ne pas vivre et de vouloir vivre, et en même temps voilà, c'est toujours le paradoxe de la vérité, puisque c'est une pièce qui est un peu le jeu de la vérité et du mensonge, et forcément la recherche de la vérité, donc l'acceptation de soi, et on ne peut pas vivre une éternité sans s'accepter soi pleinement et accepter les autres pleinement. Alors est-ce qu'ils vont s'accepter, est-ce qu'ils vont pas s'accepter, ça c'est le sujet de la pièce. Voilà. Mais c'est passionnant, et c'est passionnant de me retrouver avec ces deux dames et de me retrouver avec ce jeune monsieur et de me retrouver surtout face à cette grande dame du théâtre qu'est Mademoiselle Kessler, ma douce sœur. Le garçon manque à tout cette part. J'espère que je n'ai rien touché. Non. Je suis très heureuse de recevoir toutes ces fleurs, et maintenant nous allons travailler et j'espère bien nous amuser beaucoup, n'est-ce pas, chère Laurence, et voilà. Voilà.